Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture de la suite du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ceux qui voudraient retrouver les autres parties de ma lecture peuvent la voir donc en barre d'infos et en commentaire épinglé. J'en étais donc ici. La tête d'Hélène s'affaissait de plus en plus à mesure qu'elle parlait. Je vis par son regard qu'elle ne désirait plus causer avec moi, mais plutôt s'entretenir avec ses propres pensées. Cependant, on ne lui laissa pas beaucoup de temps pour la méditation. Une monitrice, arrivée presque au même moment où nous finissions notre entretien, s'écria avec un fort accent du Cumberland: Hélène Burns, si vous ne mettez pas vos tiroirs en ordre et si vous ne pliez pas votre ouvrage, je vais dire à mademoiselle Scatcherd de venir tout examiner. Hélène soupira en se voyant contrainte de renoncer à sa rêverie. Elle se leva pourtant et, sans rien répondre, elle obéit immédiatement. Chapitre 7. Les 3 premiers mois passés à Lowood me semblèrent un siècle. Ce fut pour moi une lutte fatigante contre toutes sortes de difficultés. Il fallut s'accoutumer à un règlement nouveau, à des tâches dont je n'avais pas l'habitude. La crainte de manquer à quelqu'un de mes devoirs m'épuisait encore plus que les souffrances matérielles, bien que celles-ci ne fussent pas peu de choses. Pendant les mois de janvier, de février et de mars, les neiges épaisses et les dégels avaient rendu les routes impraticables. Aussi ne nous obligeait-on pas à sortir, si ce n'est pour aller à l'église. Cependant, on nous forçait à passer chaque jour 1 heure en plein air. Nos vêtements étaient insuffisants pour nous protéger contre un froid aussi rude. Au lieu de brodequins, nous n'avions que des souliers dans lesquels la neige entrait facilement. Nos mains, n'étant pas protégées par des gants, se couvraient d'engelures, ainsi que nos pieds. Je me rappelle encore combien ceci me faisait souffrir. Chaque soir, lorsque la chaleur les gonflait, et chaque matin, lorsqu'il fallait me rechausser. En outre, l'insuffisance de nourriture était un vrai supplice. Doués de ces grands appétits, des enfants en croissance, nous avions à peine de quoi nous soutenir. Il en résultait un abus dont les plus jeunes étaient seuls à se plaindre. Chaque fois qu'elles en trouvaient l'occasion, les grandes, toujours affamées, menaçaient les petites pour obtenir une partie de leur portion. Bien des fois, j'ai partagé entre 2 de ces gueuteuses le précieux morceau de pain noir donné avec le café, et, après avoir versé à une 3e la moitié de ma tasse, j'avalais le reste en pleurant de faim tout bas. En hiver, les dimanches étaient de tristes jours. Nous avions 2 miles à faire pour arriver à l'église de Brocklebridge, où officiait notre chef. Nous partions ayant froid. En arrivant, nous n'avions plus froid. Encore, et avant la fin de l'office du matin, nos membres étaient paralysés. Trop loin pour retourner dîner, nous recevions entre les 2 services du pain et de la viande froide, et des parts aussi insuffisantes que dans nos repas ordinaires. Après l'office du soir, nous nous en retournions par une route escarpée. Le vent du nord soufflait si rudement sur le sommet des montagnes qu'il nous gerçait la peau. Je me rappellerai toujours mademoiselle Temple. Elle marchait légèrement et avec rapidité. Le
solde. Quant aux autres maîtresses, pauvres créatures, elles étaient trop abattues elles-mêmes pour tenter d'égayer les élèves. Combien toutes nous désirions la lumière et la chaleur d'un feu pétillant lorsque nous arrivions à Lowood. Mais cette douceur était refusée aux petites. Chacun des foyers était immédiatement occupé par un double rang de grandes élèves, et les plus jeunes, se pressant les unes contre les autres, cachaient sous leur tablier leurs bras transis. Une petite jouissance nous était pourtant réservée. À 5 heures, on nous distribuait une double ration de pain et un peu de beurre. C'était le festin hebdomadaire auquel nous pensions d'un dimanche à l'autre. J'essayais, en général, de me réserver la moitié de ce délicieux repas. Quant au reste, je me voyais invariablement obligée de le partager. Le dimanche soir se passait à répéter par cœur le catéchisme, les 5e, 6e et 7e chapitres de Saint Matthieu, et à écouter un long sermon que nous lisait mademoiselle Miller, dont les bâillements impossibles à réprimer attestaient assez la fatigue. Cette lecture était souvent interrompue par une douzaine de petites filles qui, gagnées par le sommeil, se mettaient à jouer le rôle de Digus et tombaient non pas d'un 3e grenier, mais d'un 4e pan. On les ramassait à demi mortes et pour tout remède, on les forçait à se tenir debout au milieu de la salle jusqu'à la fin du sermon. Quelquefois pourtant, leurs jambes fléchissaient et toutes ensemble elles tombaient à terre. Leur corps était alors soutenu par les grandes chaises des monitrices. Je n'ai pas encore parlé des visites de M. Brocklehurst. Il fut absent une partie du premier mois. Il avait peut-être prolongé son séjour chez son ami, l'archidiacre. Cette absence était un soulagement pour moi. Je n'avais pas besoin de dire que j'avais des raisons pour craindre son arrivée. Il revint pourtant. J'habitais Lowood depuis 3 semaines environ. Un après-midi, comme j'étais assise, une ardoise sur mes genoux, et très en peine d'achever une longue addition, mes yeux se levèrent avec distraction et se dirigèrent du côté de la fenêtre. Il me sembla avoir passé une figure. Je la reconnus presque instinctivement. Et lorsque, 2 minutes après, toute l'école, les professeurs y compris, se leva en masse, je n'eus pas besoin de regarder pour savoir qui l'on venait saluer ainsi. Un long pas retentit en effet dans la salle, et le grand fantôme noir, qui avait si désagréablement froncé le sourcil en m'examinant à Gateshead, apparut à côté de mademoiselle Temple. Elle aussi s'était levée. Je regardais de côté cette espèce de spectre. Je ne m'étais pas trompé. C'était M. Brocklehurst, avec son pardessus boutonné et l'air plus sombre, plus maigre et plus sévère que jamais. J'avais mes raisons pour craindre cette apparition. Je ne me rappelais que trop bien les dénonciations perfides de Madame Reed, la promesse faite par M. Brocklehurst d'instruire mademoiselle Temple et les autres maîtresses de ma nature corrompue. Depuis 3 semaines, je craignais l'accomplissement de cette promesse. Chaque jour, je regardais si cet homme n'arrivait pas, car ce qu'il allait dire de ma conversation avec lui et de ma vie passée allait me flétrir par avance. Et il était là, à côté de mademoiselle Temple. Il lui parlait pas. J'étais convaincue qu'il révélait mes fautes, et j'examinais avec une douloureuse
Je suppose, mademoiselle Temple, disait M. Brocklehurst, que le fil acheté à Lowood fera l'affaire. Il me paraît d'une bonne grosseur pour les chemises de calicot. Je me suis aussi procuré des aiguilles qui me semblent convenir très bien au fil. Vous direz à mademoiselle Smith que j'ai oublié les aiguilles à repriser, mais la semaine prochaine, elle en recevra quelques paquets. Et sous aucun prétexte, elle ne doit en donner plus d'une à chaque élève. Elle pourrait les perdre, et ce serait une occasion de désordre. Et à propos, madame, je voudrais que les bas de laine fussent mieux entretenus. Lorsque je vins ici la dernière fois, j'examinais en passant dans le jardin de la cuisine les vêtements qui séchaient sur les cordes, et je vis une très grande quantité de bas noirs en très mauvais état. La grandeur des trous attestait qu'ils n'avaient point été raccommodés à temps. Il s'arrêta. « Vos ordres seront exécutés, monsieur, » reprit mademoiselle Temple. « Et puis, madame, continua-t-il, la blanchisseuse m'a dit que quelques-unes des petites filles avaient eu 2 collerettes dans une semaine. C'est trop. La règle n'en permet qu'une. Je crois pouvoir expliquer ceci, monsieur. Agnès et Catherine Johnstone avaient été invitées à prendre le thé avec quelques amis à Lawton, et je leur ai permis, pour cette occasion, de mettre des collerettes blanches. Monsieur Brocklehurst secoua la tête. Eh bien, pour une fois, cela passera, mais que de semblables faits ne se renouvellent pas trop souvent. Il y a encore une chose qui m'a surpris. En réglant avec la femme de charge, j'ai vu qu'un goûter de pain et de fromage avait été 2 fois servi à ses enfants pendant la dernière quinzaine. D'où cela vient-il? J'ai regardé sur le règlement et je n'ai pas vu que le goûter y fût indiqué. Qui a introduit cette innovation et de quel droit? Je suis responsable de ceci, monsieur, reprit mademoiselle Temple. Le déjeuner était si mal préparé que les élèves n'ont pas pu le manger, et je n'ai pas voulu leur permettre de rester à jeun jusqu'à l'heure du dîner. Un instant, madame. Vous savez qu'en élevant ces jeunes filles, mon but n'est pas de les habituer au luxe, mais de les rendre patientes et dures à la souffrance, de leur apprendre à refuser toutes à elles-mêmes. S'il leur arrive par hasard un petit accident, tel qu'un repas gâté, on ne doit pas rendre cette leçon inutile en remplaçant un bien perdu par un autre plus grand pour choyer le corps. Vous oubliez le but de cette institution. De tels événements devraient être une cause d'édification pour les élèves. Ce serait là le moment de leur prêcher la force d'âme dans les privations de la vie. Un petit discours serait bon dans de semblables occasions. Là, un maître sage trouverait moyen de rappeler les souffrances des premiers chrétiens, les tourments des martyrs, les exhortations de notre divin Maître lui-même, qui ordonnait à ses disciples de prendre leur croix et de les suivre. On pourrait leur répéter ces mots du Christ. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Puis aussi cette consolante sentence. Heureux ceux qui souffrent la faim et la soif pour l'amour de moi. Oh, madame, vous mettez dans la bouche de ces enfants du pain et du fromage au lieu d'une soupe brûlée. Je vous le dis en vérité, vous nourrissez ainsi leur vile enveloppe, mais vous tuez leur âme. Monsieur Brocklehurst s'arrêta de nouveau, comme s'il était suffoqué par ses pensées. Mademoiselle Temple avait
les yeux lorsqu'il avait commencé à parler. Mais, alors qu'elle regardait droit devant elle, et sa figure naturellement pâle comme le marbre, on avait aussi pris la froideur et la fixité. Sa bouche était si bien fermée que l'oiseau du sculpteur eût semblé seul capable de l'ouvrir. Peu à peu, son front avait contracté une expression de sévérité immobile. Monsieur Brocklehurst était debout devant le foyer. Les mains derrière le dos, il surveillait majestueusement toute l'école. Tout à coup, il fit un mouvement, comme si son regard eût rencontré quelque objet choquant. Il se retourna et s'écria plus vivement qu'il ne l'avait encore fait. « Mademoiselle Temple, Mademoiselle Temple, quel est cet enfant avec des cheveux frisés? Des cheveux rouges, madame, frisés tout autour de la tête. » Il étendit sa canne vers l'objet de son horreur. Sa main tremblait. « C'est Julia Severn, répondit mademoiselle Temple très tranquillement. Julia Severn, madame. Eh bien, pourquoi, au mépris de tous les principes de cette maison, suit-elle aussi ouvertement les lois du monde? Ici, dans un établissement évangélique, porter une telle masse de boucles. Les cheveux de Julia frisent naturellement, répondit mademoiselle Temple avec plus de calme encore. Naturellement, oui, mais nous ne nous conformons pas à la nature. Désolé, mon PC fait du bruit. Enfin, arrête de faire du bruit. Je veux que ces jeunes filles soient les enfants de la grâce. Et pourquoi cette abondance? J'ai dit bien des fois que je désirais voir les cheveux modestement aplatis. Mademoiselle Temple, il faut que les cheveux de cette petite soient entièrement coupés. J'enverrai le perruquier demain, mais j'en vois d'autres qui ont une chevelure beaucoup trop longue et beaucoup trop abondante. Dites à cette grande fille de se tourner vers moi, ou plutôt dites à tout le premier banc de se lever et de regarder du côté de la muraille. Mademoiselle Temple passa son manchon sur ses lèvres, comme pour réprimer un sourire involontaire. Néanmoins, elle donna l'ordre, et quand la première classe eut compris ce qu'on exigeait d'elle, elle obéit. En me penchant sur mon banc, je pus apercevoir les regards et les grimaces avec lesquels elles exécutaient leurs manœuvres. Je regrettais que M. Brocklehurst ne pût pas les voir aussi. Il eût peut-être compris alors que, quelque soin qu'il prît pour l'extérieur, l'intérieur échappait toujours à son influence. Il examina pendant 5 minutes le revers de ces médailles vivantes, puis il prononça la sentence. Elle retentit à mes oreilles comme le glas d'un arrêt mortel. Tous ces cheveux, dit-il, seront coupés. Mademoiselle Temple voulut faire une observation. Madame, dit-il, j'ai à servir un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. Ma mission est de mortifier dans ces jeunes filles les désirs de la chair, de leur apprendre à s'habiller modestement et simplement, et non pas à tresser leurs cheveux et à se parer de vêtements somptueux. Eh bien, chacune des enfants placés devant nous a arrangé ses longs cheveux en natte que la vanité elle-même semble avoir tressés. Oui, je le répète, tout ceci doit être coupé. Pensez au temps que nous avons déjà perdu. Ici, M. Brocklehurst fut interrompu. 3 dames entrèrent dans la chambre. Elles auraient dû arriver un peu plus tôt pour entendre le sermon sur la parure, car elles étaient splendidement vêtues de velours
de soie et de fourrure. Deux d'entre elles, belles jeunes filles de 16 à 17 ans, portaient des chapeaux de castor ornés de plumes d'autruche, ce qui, à cette époque, était la grande mode. Une quantité de boucles légères et soigneusement peignées sortait de ces gracieuses coutures. La plus âgée de ces dames était enveloppée dans un magnifique châle de velours bordé d'hermine. Elle portait un vautour de boucles à la française. Ces dames, qui n'étaient autres que Madame et Mademoiselle Brocklehurst, furent reçues avec respect par Mademoiselle Temple. On les conduisit au bout de la chambre à des places d'honneur. Il paraît qu'elles étaient venues dans la voiture avec Monsieur Brocklehurst et qu'elles avaient scrupuleusement examiné les chambres de l'étage supérieur. Pendant que Monsieur Brocklehurst faisait ses comptes avec la femme de charge, questionnait la blanchisseuse